Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Alors, il y aura les supports de cours en PDF et je vais essayer d'accompagner ces supports de cours par des séquences vidéo comme celle que vous êtes en train de voir. J'espère que vous allez essayer de suivre avec moi. Et bien sûr, donc, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre sur la page et on va interagir. On va commencer. Donc, tout d'abord, le cours d'administration système, c'est quoi? Ça va inclure les systèmes d'exploitation Linux ou bien les systèmes d'exploitation Unix donc, et les systèmes d'exploitation Windows. À côté de ces deux systèmes d'exploitation, mais en général, donc la majorité des serveurs qu'on trouve sur Internet sont des systèmes Linux. Alors, pour l'administration, donc on va voir comment on fait pour plus ou moins donc gérer l'ensemble des fichiers, installer des applications, des packages, les mettre à jour, donc connaître la situation du système, gérer les périphériques, gérer les utilisateurs, gérer les autorisations d'accès pour sécuriser le système, et ainsi de suite. Alors, la première partie du cours va couvrir l'administration Linux. Alors ça, on va le faire sur plusieurs séances. On va commencer cette première séance avec donc les concepts de base. Alors le plan du cours pour l'administration Linux va inclure au fur et à mesure donc les concepts de base, la gestion des logiciels, le démarrage du système, la sécurité du système, les fichiers d'initialisation, les permissions étendues, le contrôle des processus, la gestion des disques, c'est-à-dire partitionnement et formatage, les systèmes de fichiers. Alors, on va commencer donc par les concepts de base. Donc, cette notion, ce début-là, vous pouvez le considérer comme une suite au cours du système d'exploitation qu'on a déjà eu donc au semestre 1. Je vais commencer par rappeler quelques notions que nous avons déjà vues et il y aura peut-être quelques petites nouveautés aussi. Alors, les notions de base pour administrer un système sous Unix et en particulier Linux, qui est une des formes de Unix, va consister donc à savoir faire l'installation et la gestion donc du système en installant les nouveaux packages, les mettre à jour, etc. Ensuite, la gestion des utilisateurs, donc ajouter des nouveaux utilisateurs, enlever des utilisateurs, leur donner un certain nombre de droits d'accès, restreindre leurs droits d'accès, et ainsi de suite. Et aussi, donc, il y aura la gestion des systèmes de fichiers. Alors, on passe au concept de base. Alors, ici, donc, on va essayer de rappeler les concepts fondamentaux du système d'exploitation Linux. Donc, à ce niveau-là, donc, il serait bon de revenir vers le cours de système d'exploitation qu'on a vu dans le premier semestre, surtout dans la première partie. On a présenté les généralités du système d'exploitation. Ça pourrait vous servir. Alors, en général, une machine qui tourne sur Linux ou bien Unix, donc si on la regarde du point de vue logiciel, donc vous avez un ensemble de programmes qui sont là pour superviser les opérations de l'ordinateur, et donc il doit fournir une interface entre vous, l'utilisateur, et les ressources du système. Les ressources du système, donc, qui vont être mises à profit pour pouvoir communiquer avec les périphériques et pour pouvoir faire des traitements d'informations. Alors, si on regarde le système d'exploitation à proprement parler, le système d'exploitation Linux, donc il possède un certain nombre de composants, dont les trois les plus importants, les trois composants essentiels sont le noyau, le shell et les applications, disons, en relation avec le shell, des applications en ligne de commande qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système d'exploitation. Il y a d'autres applications en ligne de commande, donc les CLI, Command Line Interface, donc qui sont utilisées pour agrémenter donc la panoplie d'applications qui sont sous la main de l'utilisateur, donc pour pouvoir faire des tâches plus importantes et à moindre coût, donc plus facilement. Il y a ensuite donc l'interface graphique. L'interface graphique de Linux s'appelle Xwindows.
L'interface graphique est toujours la même dans toutes les distributions Linux, et sous une même distribution, ou bien lorsque la distribution change, on a le choix, la possibilité de choisir des environnements de travail pour l'interface graphique. Donc il y a un certain nombre d'environnements de travail, et chaque utilisateur donc, peut choisir l'environnement qui lui convient, avec lequel il se trouve le plus à l'aise. Les deux environnements de travail les plus connus sont GNOME et KDE. Chacun a ses fans, et donc si vous allez chercher sur les forums d'information, donc sur Linux, vous allez trouver des gens qui sont pour GNOME, d'autres qui sont pour KDE, et d'autres qui essaient de trouver d'autres environnements de travail, donc qui sont un petit peu plus réduits, qui demandent moins de ressources, et bien sûr sont moins beaux, moins performants. Alors, on va commencer par dire quelques mots à propos du noyau, le noyau Linux. Alors, le noyau, c'est la partie du système d'exploitation qui fait les tâches suivantes. Elle s'occupe de la gestion des périphériques, parce que donc les applications qui sont installées sur le système, elles ne savent pas gérer le matériel. C'est le rôle du système d'exploitation, et c'est le rôle du noyau dans le système d'exploitation. C'est la partie qui gère les périphériques. Et bien sûr, la gestion des périphériques se fait à travers ce qu'on appelle donc les pilotes de périphériques, ou bien les drivers. Les drivers sont des parties de code qui sont installées dans le système, qui sont gérées, donc qui sont utilisées par le noyau pour pouvoir piloter le matériel, tel que l'imprimante, le microphone, la caméra, etc. Il y a aussi donc la gestion des processus. Donc, par processus, vous pouvez penser à toutes les applications qui sont en train de tourner sur le système. Il y a en général donc des processus qui sont des applications telles que l'éditeur que vous lancez et que vous allez pouvoir terminer lorsque vous quittez l'application. Il y a des processus qui sont invisibles, qui tournent tout le temps sur le système, qu'on appelle des démons, daemons en anglais. Alors, il y a des démons qui sont en train de faire des tâches en arrière-plan, qui sont en train de tourner tout le temps. Certaines sont à l'écoute de ports particuliers, par exemple, tels que Telnet, bien FTP, etc. Il y a d'autres qui sont là pour faire d'autres tâches. Alors, le noyau s'occupe aussi de faire ce qu'on appelle les échanges. Donc, il contrôle les échanges entre les utilitaires du système et le matériel. Donc, ce qu'on appelle aussi donc la gestion des flux de données. Par exemple, si vous êtes connecté à Internet, il y a un certain nombre de flux donc qui va passer par la machine. Donc, la machine elle interagit au travers donc du réseau. Par exemple, il va recevoir des paquets et il va envoyer des paquets aussi. Donc, ce travail-là, il est fait par le noyau. Il fait aussi, ça c'est l'une des tâches les plus importantes dans un système d'exploitation, ce qu'on appelle le séquençage et l'exécution des processus, ou bien le scheduling. Donc le schedule, c'est disons la façon avec laquelle on va donner du temps, ou bien du temps CPU aux applications. Lorsque vous êtes sur un système d'exploitation multitâche tel que Linux, vous avez la possibilité de lancer plusieurs applications en parallèle. Et donc, c'est le système d'exploitation qui va se charger de la gestion de la priorité d'une tâche par rapport à une autre. Et donc, quelle tâche doit être exécutée en premier, quelle tâche en second, et quelle partie quelle quantité de CPU va être donnée à chacune de ces tâches. Tout ça, donc, c'est le noyau qui le fait. Et dernière tâche du noyau, c'est la gestion de la mémoire virtuelle. Alors, par mémoire virtuelle, il faut comprendre, donc, c'est la mémoire que vous avez sur votre machine, donc la RAM, la mémoire donc, que vous connaissez. Il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire swap. On va revenir à ce point dans un petit instant. Alors, les tâches du système d'exploitation sont assurées par des processus qui fonctionnent en permanence dans le système, qu'on appelle donc les démons, c'est ce qu'on vient de dire il y a une petite minute. Donc les applications qui tournent tout le temps en arrière-plan que vous ne voyez pas s'appellent des démons. En général, vous allez avoir comme nom du démon, donc le nom de la tâche avec un petit D à la fin. Donc c'est pour dire qu'il s'agit d'un démon.
Alors, la mémoire virtuelle, donc, elle se partage en deux parties. Il y a la mémoire physique, la RAM, et il y a ce qu'on appelle la zone de swap. Au début donc de l'informatique, donc la mémoire ça coûtait très cher et les ordinateurs n'avaient pas beaucoup de mémoire. Donc on travaillait avec 64 kilos de mémoire, 128 kilos, des détails de ce type-là. Ça n'a aucune, il n'y a aucun lieu de comparaison avec les quantités de mémoire que l'on peut avoir sur les machines actuelles. Et donc, pour pallier à ce défaut-là, parce qu'on avait besoin de pas mal de mémoire pour pouvoir tourner des applications en parallèle, donc en plus du système d'exploitation, donc il fallait utiliser une partie du disque dur qu'on appelait une zone de swap. Donc une partie du disque dur était gérée par le système d'exploitation d'une façon un petit peu spéciale et il servait comme complément à la mémoire physique. Et donc, c'est le système d'exploitation qui se chargeait de donner donc en priorité, donc les applications et les processus prioritaires étaient chargés en mémoire, alors que ceux qui l'étaient moins, ils étaient déchargés vers une zone de swap. Et bien sûr, la vitesse d'interaction avec ces applications-là, on était grandement affecté. Donc, ceci dépendait de la vitesse de votre disque dur. Si vous avez un disque dur rapide, vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez en train d'utiliser de la swap. Donc, c'était plus ou moins assez, disons, translucide, donc l'utilisateur ne s'en rendait pas compte. Mais lorsque vous avez un disque dur qui est long, ça devient vraiment visible, donc il faut attendre un petit peu pour que le système décharge donc le code de la swap et le charge dans la RAM, et en déchargeant le code qu'il y avait dans la RAM vers une autre partie de la swap, et ainsi de suite. Actuellement, donc, avec le développement de l'informatique, donc on utilise pratiquement plus de swap, donc ce n'est plus quelque chose qui est utilisé. Néanmoins, les systèmes Linux savent le faire et savent le gérer, donc ce qui fait que vous pouvez installer votre système Linux même sur une vieille machine, donc qui est un petit peu, disons, moins performante que les machines actuelles. Alors, pour le shell, donc on a eu le plaisir et donc l'opportunité de l'utiliser, donc dans le cours de système d'exploitation, donc on a vu dans le premier semestre. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu la définition du shell. Donc, un shell ou bien un interpréteur de commande. Il constitue l'interface en mode ligne de commande. Donc, vous n'allez pas utiliser la souris pour cliquer sur des icônes. Vous allez écrire du texte pour exécuter des commandes. Donc, c'est l'interface en ligne de commande entre le noyau et l'utilisateur. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de shells. Donc, parmi les plus connus, donc, il y a le Bourne Shell, donc, qui a été le premier qui a été développé. Et donc, il est utilisé, disons, c'est le standard, il est utilisé partout sur Linux. Et tous les autres shells, ils doivent être plus ou moins donc compatibles avec ce shell-là. Et donc, c'est le standard de facto, c'est l'intersection, entre parenthèses, de tous les autres shells. Et donc, lorsque vous écrivez des scripts, donc il faudra que ces scripts-là soient compatibles avec le shell Bourne Shell. Si vous voulez être sûr qu'ils vont s'exécuter un petit peu partout. Sinon, vous pouvez écrire des scripts pour un shell donné, mais il faudra préciser dans votre script le shell que vous voulez utiliser. Si vous voulez avoir quelque chose qui marche avec tous les scripts, il faudra utiliser quelque chose qui marche avec le Bourne Shell. Il y a un autre type de shell qui est très connu, c'est le C-Shell. Le C-Shell, c'est une autre version du Bourne Shell, mais qui a une syntaxe un petit peu proche du langage C. En général, ce qui est utilisé sur les distributions Linux actuelles qui existent. Donc, lorsque on parle de C-Shell, c'est la version Turbo C-Shell, TCSH. Ce n'est pas la version C. Et bien sûr, l'un des shells les plus connus, prépondérants sur la scène, c'est le Bourne Again Shell. Donc, Bash. Le Bash, c'est un shell qui est lui aussi bien sûr compatible avec le Bourne Shell et qui a en plus un certain nombre de fonctionnalités, donc il vient complémenter donc le Bourne Shell. Tels que par exemple, parmi les plus importantes, l'historique des commandes, donc vous pouvez revenir aux commandes que vous avez déjà exécutées et les réexécuter sans avoir à les retaper. Vous pouvez créer des alias et ainsi de suite. C'est le shell par défaut dans un certain nombre de distributions. On peut citer par exemple Ubuntu, donc c'est le shell par défaut.